Questions orales. The honourable member for Calgary. L'honorable député de Calgary-Est. Le premier ministre continue la tradition de Trudeau de rompre ses promesses et d'éluder à la reddition de comptes. Il va augmenter les dépenses du gouvernement sans rien dire au DPB et même il a promis 800 $ en réduction d'impôts, mais les Canadiens recevront seulement 90 $. C'est pas assez pour acheter un chocolat chaud à Tim Hortons chaque semaine. Est-ce que le premier ministre a induit les Canadiens en erreur pendant la campagne? Les induit-il en erreur maintenant ou les deux? Le très honorable premier ministre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, je sais que, comme premier ministre, j'ai beaucoup de responsabilités. Je ne savais pas qu'il fallait que j'additionne et que je divise. Mais bon, le député a appuyé le gouvernement pour les réductions d'impôts dont 22 millions de Canadiens profiteront, qui sont des contribuables. L'honorable député de Calgary-Est. Et ça vient de quelqu'un qui ne fait même pas son épicerie. Il y aura une réduction d'impôt de 90 $, mais le prix des aliments a augmenté de centaines de dollars. Il ne se tient même pas debout devant les États-Unis. Et les Canadiens, eux, sont coincés avec des prix élevés à l'épicerie, des prix élevés pour les logements, mais tout le monde devrait être content d'avoir un rabais de 90 $ en impôts. Pourquoi ne présente-t-il pas de budget ce printemps et pourquoi ne fait-il pas ce qu'il a dit qu'il ferait? Le premier ministre. Mr. Speaker, Monsieur le Président, une réduction d'impôts, c'est une réduction d'impôts pour ceux qui en paient. 22 millions de Canadiens paient des impôts au pays. 86 de cette réduction d'impôts est accordée à ceux dans les deux premières fourchettes d'impôts. Et pour eux, ce sera 840 $ par année. Ils pensent peut-être que ce n'est pas pertinent, mais ça contribue à bâtir l'économie. Eux, ils ont voté pour, ils viennent de l'oublier, semble-t-il. L'honorable député de Leeds-Grenville, Thousand Islands, Rideau Lakes. Nous avons appris que le premier ministre a tout un ministère de bureaucrates qui tentent de gérer ses conflits d'intérêts, mais ils ne peuvent pas nous dire si il a mis sur pied un écran contre ces conflits d'intérêts. Alors, en attendant, il a été premier ministre depuis 100 jours et il doit encore passer par ce processus de conflit d'intérêts. Pourquoi ne cesse-t-il pas de cacher la vérité aux Canadiens? Pourquoi ne dit-il pas aux Canadiens quels sont ces conflits d'intérêts? Je veux rappeler aux députés de s'adresser à la présidence. Le très honorable premier ministre. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Contrairement aux députés de l'autre côté, moi, je suis fière d'avoir de l'expérience dans le privé. Je suis fière d'avoir de l'expérience, d'avoir contribué à bâtir ce pays et j'ai satisfait toutes les demandes à l'avance, y compris en ce qui concerne les conflits d'intérêts. Le député de Leeds-Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Contrairement au très honorable premier ministre, moi, je suis fière d'avoir servi mon pays dans les Forces armées canadiennes et en uniforme. Le premier ministre pense pouvoir s'en tirer à bon compte à toutes les fois. Brookfield, elle, est très investie dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques et il met son argent dans des paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts ici. Alors, plutôt que de s'en prendre à ceux qui servent le pays en uniforme, pourquoi ne prend-il pas la parole pour tout nous dire à propos de ce conflit d'intérêts? Le très honorable premier ministre. Monsieur... Battlefield promotion there. Mr. Speaker. Monsieur le Président, je suis fière, en tant que premier ministre, d'avoir effectué les plus grands investissements pour nos forces armées.
Je suis fière de l'avoir fait. Le député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, le premier ministre et les libéraux, pendant la campagne électorale, avaient promis de baisser les impôts pour les familles. Pour une famille moyenne, ça représentait un rabais de 825 $. Mais voilà, Monsieur le Président, que le directeur parlementaire du budget a rendu le rapport aujourd'hui. C'est pas 825 $, c'est 250 $, 3 fois et demi de moins que prévu. Monsieur le Président, le premier ministre, qui est un homme honorable, très honorable même, est-ce qu'il pourrait se lever et dire aux Canadiens, « Désolé, je vous ai induit en erreur ». The Right Honourable Prime Minister. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il y a une différence entre le moyen et le maximum. En ce qui concerne le maximum, oui, c'est 840 $ par année. Et c'est une réduction pour 22 millions de Canadiens et Canadiennes. Merci pour votre soutien pour ces mesures. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, le premier ministre n'affirme pas la vérité. Le problème, c'est que les Canadiens, en moyenne, vont recevoir à peine 90 $. Et pour les personnes âgées à faible revenu, c'est 50 $, même pas une pièce par semaine. Monsieur le Président, le premier ministre, quand il était à la tête de son entreprise Brookfield, mettons qu'il y avait un directeur qui arrivait et qui disait « Hey, je prévois un plan pour avoir des bonnes réductions ». Et puis, il livrait pas la marchandise 3 fois et demi moins bon que ce qu'il avait prévu. Est-ce qu'il disait « Youpi, on continue » ou plutôt, il lui disait « Pourquoi vous m'avez induit en erreur » Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, l'avenir des Canadiens et des Canadiens, l'avenir des jeunes, l'avenir des âgés, c'est l'avenir où nous allons bâtir ce grand pays, avec l'acte pour une seule économie canadienne. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, hier, 2 collègues du premier ministre, sur la question des liens entre les tarifs et le bulldozer C5, nous ont répondu à peu près n'importe quoi en se trouvant fort sympathiques et drôles, ce dont on peut douter. Moi, je crois, Monsieur le Président, qu'il n'y a aucun lien entre la crise tarifaire et les délais nécessaires pour que C5 puisse éventuellement avoir un début d'efficacité. J'aimerais que l'économiste premier ministre nous explique quel est le lien entre la crise tarifaire immédiate et C5. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il y a un lien direct. En ce qui concerne l'industrie, l'acier et l'aluminium. Maintenant, il y a des surplus à cause de la guerre tarifaire américaine. Avec le C5, on va créer la demande pour l'acier et l'aluminium canadien afin de bâtir la grande infrastructure au Québec et à travers le Canada pour des bons jobs. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Le gouvernement considère comme un exploit de ramener hypothétiquement la période d'analyse des dossiers à 2 ans. Là, on n'a pas mis de pelle dans le sol. Avant que les projets se réalisent, là, prenez exemple de Trans Mountain, 12 ans. Avant que les projets se réalisent, il y a encore de très nombreuses années. La crise tarifaire était une urgence. Il nous parle d'une solution qui ne commandera pas une livre d'aluminium avant 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Où elle est, sa solution? Bravo! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, c'est un exemple. C'est un exemple sur les raisons pour lesquelles il faut resserrer ce processus. Les processus sont trop longs d'avoir des grands projets. Et au début, avec la confiance, on va créer, on va produire l'acier, l'aluminium, des bons jobs ici au Canada à partir de cet été. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. En matière de gestion du dossier des tarifs, rappelons-nous qu'après avoir fait un paquet de compromis en matière de frontières, en matière de défense, en matière de contre-tarifs abandonnés qui réapparaissent, mais je suis curieux de voir les détails parce que ça a déjà été plus nuisible qu'utile, la stratégie du premier ministre devait l'amener, avant le G7, à avoir une entente avec Donald Trump parce que c'est urgent.
Il nous offre des projets qui sont beaucoup plus pétroliers que liés à l'aluminium ou l'acier. Il nous dit, vous allez voir, dès cet été, vous ne créerez pas à ça. Est-ce que le premier ministre admet que sa stratégie est un échec? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, maintenant, l'échange commercial entre le Canada et les États-Unis, c'est plus de 40% de nos exportations aux États-Unis sans tarif. Ça, c'est un succès. Nous sommes le seul pays du monde avec ce succès. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Il faut trouver des marchés, il faut avoir des arrangements justes avec les Américains pour l'acier, l'aluminium et les automobiles. The honourable L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Monsieur le Président, nous savons que le premier ministre ne fait pas sa propre épicerie, mais c'est le cas de la plupart des familles. Et ce qu'elles constatent à l'épicerie sont des prix qui augmentent. Selon le directeur parlementaire du budget, la dernière promesse rompue des libéraux, c'est la réduction d'impôts. Les Canadiens sauveront en moyenne 90 $ cette année, bien en deçà du 825 $ promis. C'est même pas assez pour une semaine d'épicerie. Les premiers ministres a-t-il induit les Canadiens en erreur pendant les élections? Les induit-il en erreur maintenant ou les deux? The honourable minister. L'honorable ministre du Travail. C'est un peu fort d'entendre l'opposition parler de chefs qui ne font pas leur propre épicerie alors qu'ils ont un chef qui ne fait pas non plus son épicerie, qui vit dans un logement subventionné. Notre gouvernement se concentre sur les besoins des Canadiens. Les taux de pauvreté ont baissé depuis 2015 et c'est grâce à nos investissements dans les soins dentaires, les services de garderie, par exemple. Et, Monsieur le Président, nous allons bâtir l'économie la plus forte du G7. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Monsieur le Président, le premier ministre dit toujours la même rengaine de promesses rompues. Et il a dit on me jugera en fonction des prix à l'épicerie. Il a dit avoir un plan, mais il échoue. Depuis le début de l'année, le bœuf a augmenté de 34 %, les oranges de 26 %, les pommes de 18 %, le lait maternité a augmenté de 9 %. Alors, c'est plus difficile pour les familles d'acheter des aliments nutritifs. Le premier ministre va-t-il faire ce qu'il faut? Va-t-il déposer un budget qui réduit les impôts et qui renverse ces politiques inflationnistes? L'honorable secrétaire d'État pour l'Agence du revenu du Canada. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement vient d'être élu par les Canadiens pour livrer la marchandise. Nous réduisons les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons enlevé la taxe sur le carbone. Nous donnons un rabais de TPS pour les premiers acheteurs. Nous allons avoir la meilleure économie du G7 et j'invite les députés de l'autre côté à se joindre à nous. L'honorable député de Carlton Trail, Eagle Creek. Bon, les mauvaises habitudes, c'est difficile de s'en défaire. Le premier ministre a promis de réduire les frais de consultants, mais il les augmente de 37 %. Ils atteignent maintenant 26 milliards de dollars cette année. C'est un record. C'est 1 400 $ par ménage canadien. Et il le fait sachant même que les Canadiens n'ont pas reçu la valeur pour leur argent des initiés libéraux. Pourquoi le premier ministre rompt-il sa promesse et pourquoi augmente-t-il les dépenses en consultant? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Nous réduisons le recours aux consultants tout en veillant à ce que la fonction publique ait les outils nécessaires pour offrir le service aux Canadiens. J'ai été élu et choisi pour rendre le gouvernement plus efficace pour qu'on puisse investir davantage en défense, en innovation et pour qu'on puisse offrir le soutien dont les Canadiens ont besoin. L'honorable député de Carlton Trail, Sentier Carlton. Encore d'autres promesses rompues avec le premier ministre en matière de dépenses, de réduction d'impôts, de défense contre les États-Unis et maintenant avec les consultants.
Ils offrent aux Canadiens seulement 90 $ en réduction d'impôts cette année. Il ne va pas récupérer l'argent de GC Strategies et il paie des consultants pour mettre à jour des sites Web pour des frais non divulgués. Des milliards pour les consultants, presque rien pour les Canadiens. Pourquoi le premier ministre en donne tant aux consultants et en donne si peu aux Canadiens? L'honorable ministre de la Défense nationale. Le premier ministre a annoncé 9,3 milliards de dollars en investissement pour la défense nationale et donc nous atteindrons la cible de 2 % de l'OTAN cette année. On investit pas seulement dans nos forces armées, mais aussi dans les bons emplois bien payés. La députée le sait. Nous investissons dans l'innovation, dans la croissance canadienne. Nos investissements renforcent le rôle du Canada comme partenaire de l'OTAN tout en rebâtissant nos forces armées canadiennes qui sont extraordinaires. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Même le DPB dit ne pas savoir ce qui se passe par rapport au plan financier du gouvernement. Il ne sait même pas si les finances sont durables. Il ne sait même pas ce qui arrivera de la moitié d'1 billion de dollars. C'est bien de dire qu'on a un plan, mais sans dire comment on va payer pour ce plan. Il n'y a pas de discipline digne du secteur privé ici, seulement des promesses rompues. Qu'est-ce que les Canadiens découvriront quand ils verront les chiffres? L'honorable secrétaire d'État pour l'Agence de revenus du Canada. Monsieur le Président, la dernière fois que j'ai vérifié, on nous a élus pour mettre en place un programme audacieux pour lutter contre les droits de douane, pour unifier le pays et pour bâtir une seule économie. Mais ce que j'entends de l'autre côté, c'est la même chose, les mêmes politiques, les mêmes rengaines de Pierre Poilievre. Aux élections comme en affaires, si on ne livre pas la marchandise après 20 ans, on perd son travail. Il a perdu son travail. Nous, on est là pour mettre en place l'économie la plus résiliente. Le député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique. Monsieur le Président, les libéraux avaient promis aux Canadiens des baisses d'impôts de 825 $ par année. Le directeur parlementaire du budget a confirmé que c'était une autre promesse brisée. Le citoyen moyen va économiser 90 $ cette année, c'est à peu près 7 $ par mois. Et les aînés à faible revenu, c'est encore pire. 50 $ par année, à peu près 400 $ par mois. C'est fou. Il n'est même pas assez pour se payer un café. Le premier ministre a-t-il induit les Canadiens en erreur pendant la campagne électorale et les induit-il encore en erreur aujourd'hui? Ou bien les deux? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve ça fascinant d'entendre cette question-là venant d'un conservateur qui a voté contre l'allocation canadienne pour enfants, qui a voté contre le régime canadien de soins dentaires, qui a voté contre des milliers de places en garderie pour les Québécois. Maintenant, ils se sont ressaisis, ils nous ont appuyés pour cette baisse d'impôts qui est importante pour 22 millions de Canadiens. Je suis très fier qu'on la mette en œuvre. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique. Monsieur le Président, le premier ministre libéral enchaîne les promesses brisées. Les impôts, les dépenses, les consultants, les relations avec les États-Unis, Alouette, ça continue. Et pendant ce temps, les Canadiens paient toujours plus à l'épicerie. Le prix du bœuf a augmenté de 34 %, les oranges 26 %, les pommes 18 % et le lait pour bébé presque 9 %. Ça suffit les beaux discours qui terminent en promesses brisées. Est-ce que le premier ministre va enfin déposer un budget, un vrai budget, réduire les impôts et renverser ces politiques inflationnistes? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, c'est le premier projet de loi qu'on a adopté, cette baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens qui va avoir un impact direct pour des millions de Canadiens à travers le pays avec une baisse de 840 $ par famille. On en est très fiers. C'est un soutien direct pour les Canadiens. C'est exactement ce sur quoi on a été élus et c'est exactement ce qu'on a livré. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, savez-vous qui jubile avec le projet de loi C5 à part les conservateurs puis les pétrolières? Brookfield. L'ancienne firme du premier ministre reçoit toute une passe à la palette des libéraux. Brookfield possède une compagnie qui fait des réacteurs nucléaires. C5 s'en occupe. Brookfield possède des usines de traitement de gaz naturel.
C5 s'en occupe. Brookfield possède des gazoducs et des intérêts dans les sables bitumineux. Bien, C5 s'en occupe. Si le premier ministre impose un bâillon sur C5, c'est-tu pour faire plaisir aux actionnaires de Brookfield, dont le premier ministre? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je vais vous dire qui est fier du projet de loi C5. Ce sont les travailleurs de l'aluminium au Québec, qui est représenté par 44 députés québécois qui font partie du gouvernement. Ce sont les travailleurs de l'acier également en Ontario, dont leurs jobs sont présentement en jeu parce qu'il y a une guerre tarifaire contre les Américains. Plutôt que de pointer du doigt, le Bloc québécois devrait reconnaître qu'on est en guerre tarifaire et nous aider à faire en sorte d'être en mode solution. Bravo! L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes, Verchères. La ministre a dit qu'elle parle au nom des travailleurs, Monsieur le Président, mais elle ne sait peut-être pas que la CSN a dénoncé le projet de loi C5. Si le premier ministre était transparent sur ses actifs, personne ne poserait ces questions-là. Malheureusement, on n'a pas le choix de questionner le bâillon parce que c'est un projet de loi dont le premier ministre pourrait lui-même profiter. Il devrait être le premier à exiger une étude approfondie sur C5. Il devrait être le premier à refuser d'exempter des promoteurs comme Brookfield des lois par simple décret pris par le premier ministre. Il devrait être le premier à combattre toute apparence de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il va laisser le Parlement faire son travail? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Je comprends pourquoi le Bloc québécois ne tient pas à bâtir une économie canadienne forte. Je comprends moins bien pourquoi le Bloc québécois s'oppose à des grands chantiers auxquels rêvent les Québécois, comme de l'hydroélectricité, comme bâtir des infrastructures, comme unir ce pays-ci pour créer des occasions d'emploi, au lieu de lancer des insultes sans fondement qui déshonorent le député. Il devrait embarquer dans la voiture, faire en sorte qu'on bâtisse une économie ensemble et donner des opportunités aux Québécois et Québécoises. L'honorable député de Regina-Louvain. Le DPB a confirmé une autre promesse rompue des libéraux, cette fois-ci sur les réductions d'impôts. En campagne électorale, le premier ministre a promis aux Canadiens une réduction d'impôts de 800 $. Mais le DPB a confirmé que le Canadien moyen économisera 90 $ et très peu pour les aînés à faible revenu. Pourquoi le premier ministre a-t-il induit les Canadiens en erreur pendant les dernières élections? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ce député, et nous l'en remercions, ainsi que tout son caucus, ont voté pour ces réductions d'impôts que nous avons promis aux Canadiens d'ici le 1er juillet. Donc, le 1er juillet, tous ceux qui paient de l'impôt verront une réduction d'impôt de 15 à 14 %. Pour ceux dans la première fourchette de revenus, ce sera jusqu'à 840 $ de plus dans leur poche. Bonne fête du Canada. L'honorable député de Regina-Louvain. Les Canadiens sont de plus en plus habitués à être induits en erreur par ce libéral. Donc, un autre échec libéral. Et l'Agence de logement des libéraux a dit qu'il n'y a plus de logement abordable au pays. Le bilan des libéraux est lamentable. À Toronto, les mises en chantier ont baissé de 50 % à Guelph, encore plus à London, 72 %. Quand le premier ministre va-t-il cesser d'investir dans des propriétés? Quand va-t-il construire des logements pour les Canadiens? L'honorable ministre du Logement. Eh bien, le député ne parle pas des collectivités qui augmentent leurs mises en chantier. Les mises en chantier au Canada atteignent des niveaux presque records. C'est une chose à célébrer et c'est juste un début pour nous. Les Canadiens ont élu un parti qui a promis de doubler la construction de logements au Canada. Nous espérons qu'ils vont nous appuyer. Je rappelle au ministre de s'adresser à la présidence. L'honorable député de Riding Mountain. Un rapport accablant de l'agence du gouvernement dit que le Canada doit doubler la construction de logements pour amener l'abordabilité dans le secteur. Mais
Les mises en chantier ont baissé de 10 à Vancouver, ont baissé de 50 à Hamilton, de 58 à Toronto et ont baissé d'autant que 78 à Guelph. Le bilan du gouvernement, c'est plutôt que de bâtir de la bureaucratie que des logements. Quand les libéraux vont-ils admettre qu'ils ont torpillé le rêve d'accéder à la propriété au Canada? L'honorable ministre du Logement. Monsieur le Président, nous nous concentrons sur la construction de logements pour la doubler. Et je suis encouragée de voir que le député de l'autre côté se soucie de l'abordabilité du logement parce qu'ils ont voté contre tous les programmes pour le logement au cours des 10 dernières années. Alors, nous espérons qu'ils vont nous appuyer dans nos efforts de doubler la construction de logements. Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. On sort d'une campagne électorale et les libéraux promettaient la lune pour se faire élire. Leur hypocrisie les rattrape. Ils se pavanaient avec des engagements pour donner 800 $ aux citoyens canadiens. On apprend aujourd'hui de la bouche du directeur parlementaire du budget la vérité. Les honnêtes citoyens se sont fait rouler dans la farine. Au lieu d'avoir 800 $, ils vont avoir 90 $. Ce premier ministre a induit les Canadiens en erreur. Pourquoi a-t-il fait ça? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, ça sombre dans le ridicule parce que le député le sait très bien ou, à tout le moins, il a voté pour un projet de loi qui baisse les impôts pour l'ensemble des Canadiens, les 22 millions de personnes qui, après le 1er juillet, vont avoir une réduction d'impôts. Ils vont voir dans leur talon de paye une réduction des impôts de 15 à 40 % dans la première catégorie. Et ça va épargner jusqu'à 840 $ pour une famille canadienne. C'est ce que nous sommes engagés de faire. C'est ce que nous avons fait. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. J'ai quelque chose à dire à mon collègue. Nous, les conservateurs, comme les Canadiens, on s'est fait rouler dans la farine. Ils nous ont menti, Monsieur le Président. Alors, j'inviterai, Monsieur le Président, ce gouvernement libéral... On frôle la limite, là. Et je sais que le député est bon débatteur. Il n'est pas obligé d'en ajouter. Alors, il peut continuer, par contre. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que les libéraux n'ont pas dit la vérité. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral a dit une chose en campagne électorale et a fait maintenant le contraire. Déjà, après seulement 2 mois, les libéraux ont brisé leur promesse de réduire leurs dépenses de réduction d'impôts, des consultants, la défense et ont brisé les relations avec les États-Unis. Ce sont des faits et même le directeur parlementaire du budget dit qu'il est dans un... L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça incroyable, cette question, quand on pense qu'il y a 2 mois, quand ils avaient leur chance, leur opportunité de présenter un plan aux Canadiens, qu'ils ont présenté leur plateforme dite chiffrée. Il y a un seul chiffre qui n'a pas été démoli par pratiquement tout le monde qui peut compter au pays. 17 photos de leur chef, ce qui est plus que les Canadiens n'ont jamais demandé. De ce côté-ci de la Chambre, on s'est engagé à une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens. C'est exactement ce qu'on livre. Ça va avoir des effets positifs dans son comté, dans mon comté, partout au Québec, partout au pays. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Orléans. Monsieur le Président, le monde devient de plus en plus dangereux et incertain. Des tensions géopolitiques croissantes jusqu'à l'instabilité économique aux répercussions des changements climatiques et des conflits. Les Canadiens peuvent néanmoins être rassurés que le gouvernement accorde la priorité à leur sécurité et à leur prospérité en collaborant avec nos alliés, en défendant les valeurs qui nous sont chères. Le ministre des Affaires étrangères peut-il informer la Chambre de l'engagement du Canada au G7 et nous dire comment nous travaillons avec nos partenaires pour bâtir un monde plus sûr et plus stable? Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président, le Canada vient juste de terminer un sommet du G7 extrêmement productif à Kananaskis. Le monde, effectivement, est de plus en plus imprévisible. Le monde a besoin du leadership du Canada, Monsieur le Président. Le Premier ministre et ses collègues ont signé des déclarations conjointes sur les minéraux critiques, sur la sécurité énergétique, sur le crime transnational. Monsieur le Président, le monde a besoin de plus de Canada. Le Canada est prêt à diriger. Vive le Canada!
L'honorable député de Caribou, Prince George. Monsieur le Président, les libéraux et leur politique en matière de services correctionnels sont tellement mauvais que le conseil municipal écrit des lettres au procureur de la Couronne pour le supplier de garder les délinquants derrière les barreaux. Il s'oppose à la libération notamment de Jacob Funk, puisque ces actes ont mis les résidents en danger. Quand Jacob Funk est derrière les barreaux, la criminalité chute lorsqu'il est en liberté. La criminalité augmente. Pourquoi le Premier ministre accorde-t-il la priorité aux droits des criminels avant les Canadiens? La ministre. Monsieur le Président, les criminels violents pourront plus difficilement sortir en libération. Nous imposons des peines plus strictes pour les récidivistes, mais je tiens à éclairer, rien dans la loi n'empêche les juges et les juges de la paix de les priver de libération. La loi actuelle dit que les gens qui posent un risque pour la sécurité publique ou qui sont à risque de s'enfuir ne devraient pas être mis en liberté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les rapports nous disent que les juges prennent des décisions parce que les provinces leur fournissent l'espace pour les détenir. Il est temps que les provinces se joignent à nous pour agir. Le député de Caribou, Prince George. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. 37 fois, Jacob Funk a été arrêté 37 fois et il a été libéré 37 fois, dont 9 fois depuis le mois dernier. Le 27 avril, agression à main armée, menace. 27 mai, entrée par effraction, il s'est dissimulé le visage. 8 juin, agression d'un agent de la paix, résistance à l'arrestation et violation des conditions de libération. 12 juin, agression et menace de mort. Écoutez, il sème le chaos à Williams Lake et ce Premier ministre le laisse faire. Quand va-t-il abroger ses politiques laxistes en matière de criminalité? Quand va-t-il faire passer les droits des victimes avant ceux des criminels? La secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, nous sommes sur la même longueur d'onde. Les récidivistes violents ne devraient pas être libérés. Je tiens à être clair encore, il n'y a rien n'empêche les juges et les juges de la paix de refuser la libération. La loi dit que les gens qui posent un risque pour la sécurité publique ou qui risqueraient de s'enfuir ne devraient pas être mis en libération. Il est temps que les provinces fassent leur travail. Qu'est-ce qui se passe? Il faut s'assurer que les procureurs soient bien financés, qu'il y ait suffisamment de place pour détenir ces gens-là. Nous allons faire notre part et les provinces devraient faire la même chose. Le député de Bruce Gray, Owen Sound. Monsieur le Président, la criminalité est en hausse dans ma circonscription depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir et la justice est trop souvent rendue trop tard pour les victimes. Selon un dernier rapport des services de police d'Owen Sound, les crimes violents et les crimes contre les personnes ont augmenté de 14,6 %. Mes électeurs sont inquiets. Pour aggraver les choses, plus de 10 % des affaires dépassent désormais la limite fixée par la décision Jordan, ce qui retarde encore plus la justice. Quand le gouvernement libéral va-t-il renverser sa législation laxiste en matière de criminalité? Quand va-t-il garantir que les victimes et leurs familles obtiennent la justice qu'elles méritent? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Les Canadiens ont élu un nouveau gouvernement libéral, en partie parce que nous voulions proposer des réformes pour renforcer le système de libération sous caution et pour imposer des peines plus strictes pour les récidivistes violents. Il devrait y avoir des annonces faites l'année prochaine. On va donner aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour éviter que des crimes soit commis. J'ai hâte de travailler avec tous mes collègues pour faire avancer ces réformes importantes pour assurer la sécurité de nos communautés. Le député de Bruce Gray, Owen Sound. Ce ministre du vieux cabinet n'a pas répondu à ma question. Les premiers ministres des provinces, les organisations policières et les victimes réclament des peines plus sévères pour les récidivistes violents. La semaine dernière, la police de West Gray a arrêté un récidiviste qui n'avait pas respecté une ordonnance de libération et qui était en possession de fentanyl et d'une arme interdite. Le premier ministre a fait campagne en disant qu'il allait inverser le fardeau de la preuve pour les crimes graves et alourdir les peines. Le ministre peut-il nous donner un calendrier précis? Quand le gouvernement va mettre en œuvre ces changements et renverser sa politique laxiste en matière de criminalité? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, quand les personnes dangereuses qui posent une menace commettent des crimes dangereux, il faut les traiter avec des peines et à la hauteur. Nous allons proposer des réformes conformément à notre campagne et ce sera présenté cet automne. Nous allons modifier les règles de libération conditionnelle, notamment pour le vol d'auto, le crime organisé et les entrées par effraction. Nous allons imposer de nouvelles peines pour les récidivistes violents. Encore une fois, ceux qui participent aussi au crime organisé. Plutôt que de
nous servir les mêmes paroles ici. J'espère qu'ils vont travailler avec nous pour faire avancer ce genre de réforme que les Canadiens désirent. Député de Cambridge, Monsieur le Président, c'est comme si on vivait dans un jour sans fin ou la journée de la marmotte avec les libéraux. Les mêmes criminels sont arrêtés, libérés, ils récidivisent sans cesse. À Cambridge, 2 hommes recherchés par la police ont été arrêtés en possession d'armes et de fentanyl, une drogue qui tue les Canadiens chaque jour. Ce cycle sans fin, c'est pas un accident. C'est le résultat des lois laxistes des libéraux en matière de criminalité. C'est une porte tournante pour ces récidivistes. Quand le gouvernement va-t-il mettre fin à ce jour de la marmotte? Quand va-t-il mettre les criminels violents et les barons de la drogue derrière les barreaux pour de bon? Le secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité, le fentanyl a ravagé nos communautés et les familles canadiennes. Nous travaillons pour mettre fin au commerce du fentanyl et les gangs qui en profitent. 7 cartels ont été ajoutés à la liste des entités terroristes. Je travaille avec Kevin Brosseau, le tsar du fentanyl, pour justement démanteler ces réseaux de drogue. Nous allons mettre fin à la production de fentanyl et mettrons ceux qui en profitent de cette production derrière les barreaux. Le député de Brandon Souris, le crime violent continue de se multiplier sous ce gouvernement libéral qui a des politiques qui sont dévastatrices pour nos familles et nos collectivités. À Brandon, plus tôt cette année, un homme de 67 ans a été frappé à la tête avec une batte de baseball sans aucune provocation par un récidiviste qui était en liberté sous caution. Quelques semaines plus tard, une femme a été agressée dans un ascenseur par une personne qui était en liberté conditionnelle elle aussi. Donc, c'est que 2 exemples parmi tant d'autres. Quand les libéraux vont-ils rejeter leur programme laxiste en matière de criminalité? Quand vont-ils abroger C5 et C75 pour mettre ces criminels en prison plutôt qu'en liberté sous caution? Le secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. L'agenda de notre gouvernement, c'est de sévir contre le crime. Les criminels violents ne devraient pas obtenir la libération sous caution facilement. Nous allons imposer des peines plus strictes. Écoutez, c'est le travail des provinces d'administrer aussi le système de libération sous caution. À l'heure actuelle, la loi dit que les personnes qui posent un risque pour la sécurité publique ou qui pourraient s'enfuir ne devraient pas être mises en liberté sous caution. Il faut que les provinces fassent un peu de ménage de leur côté. Le député d'Abbotsford, Langley Sud. Monsieur le Président, le taux d'extorsion a augmenté de 358 %. Plus tôt cette semaine, à Abbotsford, un homme a été abattu à cause d'extorsion. Il y a eu une fusillade aussi. Hier, un homme a été abattu chez lui. Heureusement, cette fois-ci, personne d'autre n'a été blessé, mais chaque jour, on entend parler de la perte de la vie d'innocents. Combien de vies vont devoir être prises par extorsion avant que les libéraux n'imposent une peine minimale pour ce crime qu'est l'extorsion? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je rappelle à mon collègue que l'extorsion est illégale au Canada. Les auteurs d'extorsion devraient être arrêtés et punis sévèrement, notamment les exemples du député. Bon, il devrait voir qu'il y a des peines minimales pour certaines infractions commises à l'aide d'une arme, dont l'extorsion. La peine maximale et l'emprisonnement à vie. Nous prenons l'extorsion très au sérieux et nous avons hâte de travailler avec les forces de l'ordre pour leur donner les outils dont elles ont besoin pour enquêter et prévenir ces crimes. Le député de Calgary-Skyview. Monsieur le Président, le taux de criminalité au Canada est en hausse. Les homicides ont augmenté de 28 %, les crimes violents de 50 % et l'extorsion de 357 %. Cette semaine, le SCRS a signalé une tendance inquiétante. Des gouvernements étrangers utilisent les réseaux criminels organisés pour cibler les Canadiens ici. Nos propres services de renseignement tirent la sonnette d'alarme, mais les libéraux n'en tiennent pas compte. Ils ont voté contre le projet de loi conservateur C-381 qui prévoyait l'emprisonnement plutôt que la libération sous caution pour les récidivistes. Le premier ministre prendra-t-il au sérieux la sécurité publique? Va-t-il protéger les Canadiens de ces criminels violents? Le secrétaire d'État de la lutte contre la criminalité. Merci, Monsieur le Président. L'ingérence étrangère et la répression transnationale sont des menaces graves pour les Canadiens et nos institutions démocratiques. Grâce à la loi pour lutter contre le terrorisme, nous avons les outils nécessaires pour lutter. Nous allons former 1000 nouveaux agents de la GRC qui vont nous aider à lutter contre l'ingérence étrangère et la répression transnationale. Nous allons demeurer vigilants pour protéger notre sécurité, protéger notre souveraineté et pour protéger notre démocratie, Monsieur le Président. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Je ne sais pas ce qui est pire
que la ministre de la Réduction de la criminalité accuse les provinces ou que le ministre de la Justice nous dise tout simplement que l'extorsion est illégale. Écoutez, on serait en 5e année, on le saurait déjà. Le problème, c'est que l'extorsion a augmenté de 357 % et ces extorsionnistes, ces auteurs d'extorsion violente sont libérés le lendemain quasiment. C'est ça le problème, pas que l'extorsion est illégale, tout le monde le sait. La vraie question est la suivante. Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose? Le ministre nous dit qu'on va faire quelque chose cet automne, donc ça va être une vague de criminalité tout l'été, oui ou non? Alors vont-ils sévir avant, oui ou non? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, les conservateurs sont forts. Ils font les durs, mais ils oublient de dire qu'un de leurs députés a proposé une motion au criminel de la justice qui permettrait aux auteurs de violences intimes d'être plus facilement libérés sous caution. En campagne, nous nous sommes engagés à adopter des règles pour renforcer le système, notamment en cas de vol de voiture, de traite de personnes, de crimes organisés, entre autres, et des peines aussi plus lourdes pour les récidivistes violents. Il faut dépolitiser la question pour faire avancer la sécurité. C'est ce que veulent les Canadiens. Avec ou sans les conservateurs, nous allons livrer la marchandise. Député d'Honoré-Mercier. Monsieur le Président, samedi 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones, une journée au cours de laquelle les Canadiens célèbrent les cultures, les histoires uniques et les traditions des peuples autochtones partout au Canada. La ministre des Relations couronnes autochtones peut-elle nous parler de l'importance de la Journée nationale des peuples autochtones? L'honorable ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. Je le remercie aussi pour son travail dans sa circonscription d'Honoré-Mercier. Samedi, j'ai hâte de célébrer la Journée nationale des peuples autochtones à Yellowknife, à l'événement organisé par la nation Métis. Nous allons pouvoir en apprendre davantage sur la culture à l'échelle nationale, mais aussi régionale. Je remercie la nation Métis qui nous accueillera et j'encourage tous les Canadiens à prendre part aux célébrations. Tous les habitants et tous mes collègues ici devraient participer. C'est l'occasion de célébrer l'histoire riche, le patrimoine diversifié et la force. L'honorable député de Prince-Albert. Merci, Monsieur le Président. À une époque où le Canada devrait accroître sa production énergétique, les libéraux utilisent leur loi anti-énergie pour empêcher la construction de pipelines. Les compagnies qui veulent construire n'ont pas pu le faire à cause de ces lois. Depuis 10 ans, maintenant, le gouvernement a fait fuir les investissements et il paralyse notre secteur énergétique. Il est temps de supprimer les lois anti-énergie comme C-69 et la loi qui nuit, et la loi sur la taxe carbone industrielle qui détruit les emplois. Si les libéraux voulaient vraiment des projets énergétiques, vont-ils faire ce qu'il faut pour les Canadiens et abroger ces lois anti-énergie? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ce que nous allons faire, c'est présenter le projet de loi sur une seule économie nationale pour faire avancer les projets dans l'intérêt national, bâtir une seule économie canadienne, pas 13. Ce projet de loi va stimuler l'économie, soutenir notre souveraineté, nous permettra de bâtir l'économie la plus robuste de tout le G7. J'espère que nos collègues d'en face vont nous appuyer. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Monsieur le Président, cette semaine, le Canada a organisé et reçu le G7. Une personne sur la liste des invités, c'était le prince d'Arabie saoudite qui a passé une entente avec le Canada. On envoie 2 milliards de dollars de pétrole saoudien ici sur la côte est canadienne. L'Alberta, si elle envoyait autant de pétrole, elle aurait beaucoup de mal, mais aucune exigence n'est imposée sur le pétrole saoudien, notamment en matière d'émissions. Pourquoi? L'honorable ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous allons appuyer notre secteur de l'industrie conventionnelle et renouvelable avec l'adoption de cette loi pour une seule économie. Ce sera bon pour le secteur de l'énergie conventionnelle, ce sera bon pour le secteur d'énergie renouvelable. J'espère que nos collègues vont nous appuyer. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Monsieur le Président, le député libéral ne semble pas capable d'utiliser le mot pipeline ou pétrole ici. Écoutez, c'est simple, c'est un fait. Les émissions, les exigences en matière de rapport d'émissions imposées aux
pétrole saoudien vendu ici sont plus laxistes que celles qui sont imposées au pétrole canadien vendu ici. Qui est-ce que le gouvernement va critiquer pour défendre maintenant cette politique complètement incompréhensible? L'honorable secrétaire d'État au développement rural. Écoutez, nous appuyons le pétrole et toutes les options énergétiques, mais nous appuyons aussi les communautés autochtones, Monsieur le Président, parce que notre pays doit absolument consulter les Autochtones. Pour eux, c'est aussi une voie vers la justice. Tout ce que nous faisons en matière de développement des hydrocarbures doit tenir compte de l'opinion des Autochtones. Nous devons rejoindre tous les membres de notre grand pays, y compris les communautés autochtones aux quatre coins de notre pays. Honorable député de South Shore, la députée de South Shore St. Margaret's. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'année dernière, notre gouvernement a pris des mesures. Oui, nous avons pris des mesures pour renforcer les droits des travailleurs en adoptant ou en présentant une loi interdisant les travailleurs de remplacement pendant les grèves ou des lock-outs. Monsieur le Président, le ministre de l'Emploi et des Familles peut-elle informer la Chambre de l'état d'avancement de cette mesure importante pour les travailleurs et pour la négociation collective? Merci, Monsieur le Président. Honorable ministre des Emplois et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie la députée de South Shore St. Margaret's pour cette question importante. Et j'ai une très bonne nouvelle à annoncer. C-58 entrera en vigueur ce vendredi. Il interdit l'utilisation de travail de remplacement parce que ça compromet l'état des négociations. C-58, justement, vient interdire ces travailleurs de remplacement. Le mouvement syndical nous demande cela depuis très longtemps, Monsieur le Président. Notre gouvernement y est arrivé avec la participation du monde syndical et nous nous réjouissons de ce travail que nous avons fait avec les travailleurs canadiens. Le député de Pitt Meadows Maple Ridge. Monsieur le Président, notre principale exportation au Canada, c'est le pétrole. C'est la source de notre prospérité. Ça couvre les dépenses en soins de santé, en infrastructures et les bons emplois rémunérateurs. Après 10 ans de loi anti-énergie des libéraux, on n'a pas construit de pipeline. Nous sommes dépendants du marché américain. Des projets de loi comme C-69 qui interdit les pipelines, C-48 ou le plafonnement de production pétrolière ou la taxe sur le carbone industriel. Tout cela, ça nuit au secteur. Quand les libéraux vont-ils mettre fin à la guerre contre le secteur de l'énergie et contre les emplois de ce secteur? Le secrétaire d'État pour le développement rural. Monsieur le Président, le problème avec les conservateurs, c'est que la moitié d'entre eux n'aiment pas Poilievre, l'autre moitié aime Poilievre et l'autre moitié ne compte pas. Écoutez, le problème, c'est que il suffit de regarder notre pays. Nous sommes... L'honorable député peut peut-être reprendre s'il le désire, revenir en arrière. Monsieur le Président, le Canada est le 3e principal pays producteur de pétrole au monde. Nous devrions en être fiers. En Saskatchewan, d'où je viens, nous avons un dicton. Soit on suit, soit on saute du chemin. En face, s'ils ne veulent pas nous suivre, au moins qu'ils sautent du chemin. L'honorable député de Vancouver-Est. L'honorable député de Vancouver-Est. Monsieur le Président, la coalition libérale et conservatrice s'est unie pour accélérer l'adoption de C5, pour contourner les évaluations environnementales, pour ignorer les compétences provinciales et bafouer les droits constitutionnels des peuples autochtones. Les chefs de l'Ontario rejettent le projet de loi C5. Le grand chef Stuart Forbes a dit que c'était une trahison totale des engagements pris par le Canada en vertu de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. L'Assemblée a condamné à l'unanimité ce projet de loi et demande un retrait immédiat du projet de loi. Les chefs partout au pays disent que rien n'est exclu si le projet de loi est adopté. Le ministre va-t-il faire ce qu'il faut et va-t-il retirer le projet de loi C5? Honorable ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président.
Nous allons rechercher les projets qui jouissent du soutien des Autochtones et même qui ont aussi des intérêts autochtones dans le projet. Nous voulons appuyer des projets qui sont prêts à démarrer, mais qui respectent aussi le savoir autochtone et qui font prévaloir les droits issus de traités. Il faut qu'il y ait des consultations dignes de ce nom avec les détenteurs de droits autochtones lorsqu'on détermine quels projets sont dans l'intérêt national, et il faut aussi des conditions très rigoureuses pour chaque projet. Merci, Monsieur le Président. La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les détenteurs de droits autochtones et les groupes de société civile ont été clairs. Le projet de loi C5 va à l'encontre des droits prévus par la Constitution, envenime la crise et met en danger la santé et la sécurité des travailleurs. Mais les libéraux et les conservateurs font équipe pour faire adopter ce projet de loi sans consultation. L'AFN, l'ITK, entre autres, ont indiqué que c'était une invitation à aller jusqu'en Cour suprême. Ça va nuire à l'économie et à la création de bons emplois. Le gouvernement libéral va-t-il respecter ses obligations en vertu de la Constitution et va-t-il faire en sorte que ce projet de loi ne se retrouve pas devant les tribunaux? Honorable ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président. Ces droits sont affirmés par la Constitution et le droit de consulter et d'accommoder a déjà été précisé dans les décisions de la Cour suprême. La loi sur une seule économie canadienne, dans le préambule et dans le corps du projet de loi, exige de la part du gouvernement qu'il consulte les détenteurs de droits autochtones. L'article 5.7, 7.2 et 8.3. Encore une fois, nous allons consulter les détenteurs de droits autochtones. Merci, Monsieur le Président. Chers parlementaires, je voudrais prendre la parole pour vous signaler un anniversaire de grande importance pour notre famille parlementaire. Le 23 juin prochain marquera les 10 ans depuis la création officielle du Service de protection parlementaire. Throughout the 10 years of its Depuis ces 10 années d'existence, le Service de protection parlementaire a su s'adapter aux menaces qui évoluent, tout en maintenant les valeurs du respect, du professionnalisme, de l'intégrité, de la reddition de comptes et du leadership. Les valeurs du service nous gardent en sécurité et pour cela, nous sommes reconnaissants. Depuis 10 ans, jour après jour, ces hommes et ces femmes en uniforme ont gardé les parlementaires et le Parlement en sécurité et par extension, ont gardé la démocratie du Canada solide. Avec leur sourire et leur salutation, ils nous aident à bien partir toutes les journées. Un milieu de travail, c'est le berceau de la démocratie canadienne qui attire des visiteurs du monde entier. Ces visiteurs sont toujours accueillis par nos collègues en uniforme avec la civilité et la courtoisie qui caractérisent le Canada. Car si la Chambre des communes est un lieu de travail pour les parlementaires et les employés, c'est aussi un espace sacré pour la démocratie qui appartient à chaque Canadienne et Canadien. Et comme nous le savons toutes et tous, protéger la démocratie n'est pas une tâche facile. Let me now draw the J'aimerais maintenant porter votre attention à la présence dans la tribune de plusieurs membres du service de protection parlementaire. Merci pour votre service de longue date, votre bravoure et votre dévouement.